En France, on dénombre pas moins de 120 000 restaurants. La cuisine, c'est l'un des emblèmes de notre pays. Un savoir-faire qui attire chaque année des millions de touristes venus du monde entier. Problème, aujourd'hui 7 établissements sur 10 utiliseraient des produits industriels pour réaliser leurs recettes. Un chiffre édifiant, à l'heure où justement la gastronomie française vient d'entrer au patrimoine mondial de l'humanité. Avec un critique culinaire, nous avons testé la qualité des plats servis dans les restaurants. Il est fait maison, elle est faite maison, la souris, elle est cuisinée ici. Ah, elle est cuisinée ici, d'accord. Et fraîche. Une restauration de plus en plus infiltrée par des groupes industriels. Donc ça c'est aussi bon du fait maison. Pardon, j'en ai goûté des faits maison qui étaient vraiment pas bons. Mais que valent vraiment ces produits et où sont-ils fabriqués? Traditionnellement, on n'aurait pas fait mieux. Pour moi, la cuisson sous vide, c'est la meilleure des cuissons. Et vous allez découvrir que derrière ces plats se cachent d'anciens chefs étoilés au service de l'agroalimentaire. Je pense que la référence du goût devient une référence industrielle. Même les écoles hôtelières sont concernées. En dessert, donc là on va partir sur un savarin PAI également, donc très préparé. Cette cuisine en kit est désormais enseignée aux chefs de demain. Moi je ne suis pas un fan de l'utilisation de ce type de produit, mais il faut que nos élèves soient préparés à cela aussi. Enquête sur les nouvelles recettes d'une cuisine à la française. Si nous laissons aller les choses, on risque de se réveiller avec une gueule de bois terrible. Voici la carte d'un restaurant chic situé dans un hôtel 4 étoiles de Paris. L'établissement promet une cuisine de brasserie traditionnelle. La plupart des plats chauds sont vendus entre 18 et 20 euros. Nous avons donc décidé d'explorer les coulisses de ce restaurant. Alors voilà, c'est une petite cuisine en inox, cuisine magique. Pour introduire une caméra dans cette cuisine, nous nous sommes fait passer pour des étudiants en journalisme. Nous sommes dans la cuisine de Paul. L'endroit fait à peine 2 mètres carrés. Ne cherchez pas de gazinière, ici, il n'y a que des micro-ondes. Et voici la spécialité maison. Donc je prends écrasé de pommes de terre. Un écrasé de pommes de terre surgelées, Je prends un bol pour chauffer mon filet de poulet. accompagné d'un poulet au mori sous vide. Je mets dans le micro-ondes. Le tout en cuisson express. Voilà. Je le reprends. Et voici une recette typiquement française, réalisée en 2 temps 3 mouvements, un vrai jeu d'enfant. Selon ce cuisinier, une grande partie des établissements pratiqueraient ce genre de restauration. Bruno Verjus est critique culinaire. Pour nous, il a accepté de tester quelques grandes spécialités françaises dans différents établissements choisis au hasard. Seul critère, que les prix soient abordables, entre 15 et 30 euros le menu. Pour commencer, Bruno a choisi une brasserie typiquement parisienne. Et dès la lecture de la carte, il nous met en garde. Les souris d'agneau, des entrecôtes, des canettes, du filet de bœuf, du poulet, du rhum steak, de l'andouillette, du foie de veau, du bar, du thon, du saumon, des cuisses de grenouille, du cabillaud, des Saint-Jacques au mois de juin. Ça c'est un indice fort quand même pour savoir qu'est-ce qu'on va trouver dans un restaurant. Les prix sont stratosphériques. Pour ce premier test, Bruno a choisi l'un des classiques de la restauration française, la souris d'agneau. Souris d'agneau, c'est typiquement un plat de bistrot finalement, parce que c'est vraiment le plat qu'on peut cuire le matin et presque servir toute la journée. Donc ce doit être maison. Il n'y a pas de débat. Par acquis de conscience, Bruno décide tout de même d'interroger la serveuse. C'est maison ça ou pas? Oui. Vous savez pas? Il est fait maison, elle est faite maison, la souris, elle est cuisinée ici? Elle est cuisinée ici, d'accord. Et fraîche? Ah, génial. Cette demoiselle l'affirme, la souris d'agneau a été cuisinée maison. Et pourtant, certains détails troublent Bruno.
premier indice, l'os. Regardez l'os, il est tout blanc, il est tout propre, il a été nettoyé, donc c'est pas un os qui est passé au four. Ça n'a pas comporté dans l'esprit de la caramélisation. Et puis la viande, la viande, elle a la couleur d'une viande qui a été cuite plusieurs fois parce qu'elle n'a pas cette brillance, cette fraîcheur, cette couleur un peu rosée que garde une viande qui a été cuite lentement au four. Elle est à la fois résistante et dure comme si elle n'était pas assez cuite, et en même temps, elle ressemble à un vieux pot-au-feu. Pour Bruno, le doute n'est plus permis concernant l'origine du produit. Ça, c'est un produit congelé ou sous vide, j'en sais rien. Probablement congelé d'ailleurs parce qu'il est quand même assez serré comme ça, mais qui a été simplement réchauffé au micro-ondes. Le verdict est clair, cette souris d'agneau n'a pas été cuisinée maison. Quant au tartare que nous avons commandé, l'avis n'est pas plus favorable. Un beau tartare, c'est une viande qui brille quand on l'ouvre. La viande, elle est présente, il y a une fibre, il y a une chair, il y a une couleur. Là, on est dans une couleur extrêmement pâle. Oui, on a terminé. Mais ça, vous confirmez que c'est fait maison, ça? Vraiment? C'est des produits frais? C'est frais? Ouais. Et le tartare, il est haché ici aussi? Oui. Ah oui? Soit cette jeune fille charmante est d'une naïveté absolue et j'aurais beaucoup de peine du coup à lui dire mon sentiment sur ce que j'ai mangé, soit effectivement elle nous raconte des histoires, ce qui est pas très joli. Pour ce critique culinaire, ce n'est pas le prétendu mensonge qui est grave, mais la déception que ce type de cuisine inspire. On est venu là en se disant tiens voilà une brasserie parisienne qui en plus présente bien, c'est plutôt élégant, une jolie terrasse, voilà, confortable. Il y en a ça qui arrive à table. Je ne sais pas bien ce qu'on peut penser du coup de la nourriture française et je conçois tout à fait qu'on explique ensuite que vraiment la nourriture française c'est quand même pas extraordinaire, quoi. En gastronomie, le meilleur moyen de découvrir les pratiques culinaires, c'est encore de jeter un coup d'œil dans les poubelles. Équipés de gants en plastique, nous nous sommes lancés dans une fouille minutieuse des ordures des restaurants visités la veille. L'expérience est peu ragoûtante, mais se révèle très éclairante. Après quelques minutes de recherche, nous tombons sur un tartare sous vide portionné, déjà haché. Quelques instants plus tard, voici une souris d'agneau comme celle consommée la veille. Nous découvrons qu'elle est surgelée. Nous décidons alors de visiter d'autres poubelles de restaurants choisies au hasard dans la rue. Dans celle-ci, nous découvrons du carpaccio surgelé déjà tranché, dans une autre des lasagnes et une boîte de 12 moelleux au chocolat. Le bilan de cette soirée fait froid dans le dos. D'après nos constatations, une très grande majorité de restaurateurs auraient davantage l'habitude de réchauffer des plats que de faire la cuisine. Entendu, c'est bien noté pour 2 couverts à déjeuner. Merci beaucoup, au revoir. À Elancourt, en région parisienne, Jean-Luc Madec dirige depuis 30 ans un petit restaurant traditionnel français. Comme 3 fois par semaine, sa journée débute par la vérification de la marchandise, On a ramené les couverts. livrée le matin même. Ça va, petit père? Saint-Jacques, petite Saint-Jacques, que des crevisses. L'échalote, ils ont livré que 3 paquets ce matin. Ok, très bien. Ce matin, aucun produit livré n'est frais. Des légumes aux crustacés en passant par les poissons. Ici, tout est surgelé. Vous voyez, ici, c'est un dos de cabillaud avec la peau. Des dos de cabillaud, mais aussi des poissons beaucoup plus nobles. Là, on est sur des filets de dorade vraiment de très très belle qualité. Et on est sur vous voyez, un produit entièrement désarrêté, de bon poids. Plus besoin de savoir lever les filets. Les poissons arrivent sans arrêt et portionnés. Une tendance qui se généralise à tous les produits de la cuisine, comme cette brunoise de légumes, déjà pré-cuite. Alors, si vous voulez faire ça en frais, il vous faut bien entendu acheter
les produits individuellement, la coupe doit être régulière, les cuissons doivent être parfaites, l'origine du légume doit être nickel. Je veux dire que vous ne pouvez pas faire ça avec des légumes qui ont 4 ou 5 jours. Hein. Ça, vous pourriez demander à vos commis de le faire. Alors honnêtement, vous pensez que les gars qui ont fait des formations en hôtellerie avec des BEP, voire des bacs professionnels, vont accepter de vous faire ça à longueur de temps? Ici, à part avec les pommes de terre, les cuisiniers ont peu de chances de se couper en manipulant les légumes. À lui seul, le restaurant de Jean-Luc incarne les évolutions de la profession. Un métier qui court après le temps qui passe. Il y a 30 ans, moi, quand je faisais ce métier, la brigade de cuisine travaillait en moyenne 60 à 70 heures par semaine. Aujourd'hui, la même brigade travaille la moitié du temps, c'est-à-dire 35 heures. Bon, donc il faut bien s'adapter à ça. Pour autant, nous n'avons pas pu doubler les effectifs de cuisine parce qu'il ne vous a pas échappé que les salaires n'ont pas diminué et que les charges sociales n'ont pas diminué non plus. Jean-Luc a donc fait le choix de travailler des produits qui nécessitent peu de main-d'œuvre et qui ont une durée de vie beaucoup plus importante. Un poisson surgelé par exemple se conserve jusqu'à 6 mois, contre seulement 3 jours pour un produit frais. Résultat, sur sa carte, de nombreux plats ont été travaillés à partir d'un ou plusieurs produits surgelés ou provenant de l'industrie agroalimentaire. Aucune indication ne permet aux clients de le savoir, mais pour ce chef, le prix des menus ne laisse aucune place au doute. Nous avons un menu plat direct, café gourmand avec un verre de vin à 19,50 €. Il est clair qu'avec un prix de cette nature, on ne peut pas aller chercher des poissons qui sont aujourd'hui à l'étal de 25 à 30 € le kilo. C'est impossible. Ce menu à 19,50 € est en fait une récente contre-attaque pour lutter contre une concurrence devenue de plus en plus féroce. J'ai autour de moi, dans un périmètre de moins d'1 kilomètre, 12 restaurants de chaîne. Alors moi, je me bagarre pour essayer de garder la clientèle et de faire en sorte que mon entreprise puisse être pérenne. Ce qui n'est pas facile. Vous savez qu'un restaurant, c'est une entreprise avant tout. Face à cette restauration de chaîne aux prix alléchants, Jean-Luc a dû revoir une partie de sa carte pour faire toujours plus d'économies. Et là encore, c'est l'industrie agroalimentaire qui lui a offert une solution, clé en main. Ça, c'est un cœur coulant au chocolat. Le partenaire qui fait ça, aujourd'hui, il en vend des centaines de milliers tout le temps. Et il sait faire. Il sait faire, alors Jean-Luc n'a plus rien à faire. Et ici, on va faire la préparation. Alors vas-y, fais une jolie préparation pour un cœur coulant. Parfait. Donc là, la présentation des cœurs coulants, c'est ça. Voilà, il est bon, hein. Ce cœur coulant, c'est la star des desserts. La plupart des restaurants le proposent à leur carte. Acheté seulement 1,40 €, il ne nécessite pas plus de 2 minutes de préparation. Avec la garniture, ce dessert coûte 1,60 € à produire. Ah, magnifique, bravo. Jolie présentation, c'est bien. Il est ensuite revendu aux clients 11 €, soit presque 7 fois plus cher. Donc ça, c'est aussi bon que du fait maison. Pardon, j'en ai goûté des faits maison qui étaient vraiment pas bons. Mais vous... Celui-là est bon. Ouais. Vous avez essayé, vous, d'en faire vous-même? Celui-là est très bon. Oui, bien sûr, oui. Je le fais bien. Je le fais bien. Mais c'est du temps. Non, mais c'est du temps. C'est du temps. Alors, vous voyez, quand on additionne, il faut le machin maison, les carottes, la brunoise, lever les filets de poisson, parer les carcasses de viande. C'est impossible aujourd'hui. Comme Jean-Luc, la plupart des restaurateurs s'approvisionneraient aujourd'hui auprès de 5 groupes industriels. Le marché représente 8 milliards d'euros. Le plus important d'entre eux est une immense chaîne de supermarchés réservée aux restaurateurs. On y trouve des produits frais, mais aussi une large gamme de plats déjà préparés et sous vide. Les autres restaurateurs feraient appel à 4 autres groupes spécialisés dans la livraison. Aucune des sociétés contactées n'a accepté de répondre à nos questions. Alors, pour rencontrer ces industriels de la cuisine, il faut s'inviter dans les salons de restaurateurs, comme ici, à Pau. Vous avez juste à côté de l'agneau une crête de coq qui a été ce matin préparée, flambée. Ici est réunie pendant 3 jours une grande partie des professionnels de la région. Équipementiers, artisans, mais surtout représentants de groupes agroalimentaires. Cet événement prend alors l'allure d'un salon consacré à la gastronomie industrielle. On trouve de la sauce en poudre, des salades déjà préparées, ou encore les fameux cafés gourmands si prisés des restaurateurs.
Les représentants portent tous l'habit de cuisinier, mais en fait, il s'agit d'une armée de commerciaux bien décidés à vendre leurs produits. Nous décidons donc de nous faire passer pour un futur restaurateur. Et très vite, nous sommes accostés par un vendeur. Il va nous proposer des plats cuisinés qu'il faut simplement réchauffer au micro-ondes. Sauté de veau au curry, c'est vraiment de la cuisine traditionnelle. C'est pas de l'assemblage de produits, c'est vraiment de la cuisine. Des plats industriels, vendus comme traditionnels, l'idée est difficile à avaler. Le vendeur va donc sortir un argument de taille. On a un meilleur ouvrier de France qui travaille pour nous, Marc Fouché. C'est lui qui réalise un peu les recettes. Selon lui, un meilleur ouvrier de France travaillerait pour cette marque. Mais face à notre résistance, le vendeur va dégainer sa deuxième arme, celle du profit. Il faut trouver du personnel compétent, c'est pas toujours évident. Plus il y a l'histoire de l'amplitude, des amplitudes horaires aussi en cuisine. Donc si vous devez travailler le midi et tard le soir, il faut presque deux équipes, quoi. L'argument financier, c'est la stratégie commerciale de ces groupes. Sur leur catalogue, ils tentent de démontrer qu'entre la main-d'œuvre, les ingrédients et le temps consacré, faire la cuisine soi-même reviendrait 30% plus cher qu'utiliser leurs produits. Et en plus, les clients n'y verraient que du feu selon cet autre commercial. Juste le fait de réchauffer, tout ça, c'est pas... Ah non, mais ils y voient rien. Ils y voient rien. D'accord. Ces industriels proposent ouvertement aux restaurateurs de faire la cuisine à leur place. Et le choix est vaste. Sur ce catalogue, on découvre l'étendue des produits. La gamme est impressionnante. Entre les entrées, les plats et les desserts, il est possible de créer une carte variée. De la recette traditionnelle, comme ce pavé de cerf aux morilles, en passant par les derniers plats à la mode, avec ce tartare de tomates. Désormais, il n'est plus nécessaire de savoir faire la cuisine. Cet industriel promet un plat authentique et l'illusion du fait maison. Nous avons souhaité rencontrer Marc Fouché, le fameux meilleur ouvrier de France au service de ce groupe. Nous avons fini par retrouver sa trace un samedi midi, à la fête annuelle des cuisiniers de France. Cette association réunit 350 professionnels de la restauration pour un tournoi de pétanque. Et là encore, l'industrie agroalimentaire n'est jamais très loin. De grandes marques sponsorisent l'événement. Comme on ne remercie jamais acheter ses sponsors, je vais à nouveau tous les citer. Encore merci à vous et bravo pour vos produits. Avec son col tricolore de meilleur ouvrier de France, Marc Fouché ne passe pas inaperçu. Tout ceci est voulu, car aujourd'hui il joue le VRP pour un grand groupe industriel. Il y a un grand nombre de chefs de cuisine qui sont ici. Ça m'arrive de faire des interventions auprès d'eux. Et là, c'est l'occasion de les rencontrer tous ensemble. Et ce midi, il fait la promotion d'un tout nouveau produit vendu par le groupe qu'il représente. Des boutons d'artichaut. Tous les cuisiniers connaissent l'artichaut poivrade. Et bien là, on leur apporte un produit qui est un produit service puisqu'il est déjà tourné. C'est-à-dire qu'on l'a déjà épluché, paré et il est prêt à l'utilisation. Ça, c'est un produit frais ? Ça, c'est un produit surgelé, celui-ci. Un légume surgelé, prêt à l'emploi, vanté par un meilleur ouvrier de France. Et là, un bouton d'artichaut donc, qui a été ouvert simplement et passé au beurre clarifié. Voici la stratégie de ce groupe industriel pour rassurer les derniers restaurateurs, encore frileux de cuisiner ce genre de produit. En fait, dans tout le travail que je peux faire moi, avec l'agroalimentaire, quel que soit le fournisseur, j'apporte une caution de chef pour les chefs. Aujourd'hui, Marc Fouché est en contrat avec ce groupe industriel. Un groupe qui encourage les restaurateurs à utiliser des plats préparés et donc à moins cuisiner. Ah mais moi, les plats élaborés ne me gênent pas. À partir du moment où le client sait ce qu'il mange, c'est pas gênant. Et puis il y a des types de restauration pour qui c'est nécessaire. Donc pour certains types de restauration, ça peut être effectivement une solution intéressante. Le problème, c'est que de plus en plus de cuisiniers utiliseraient ce genre de produit sans en informer le consommateur. Pour avoir une vision plus globale de la situation dans laquelle se trouve notre restauration, nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Rubin. Ce journaliste a écrit le livre noir de la gastronomie française.
La restauration française aujourd'hui, elle est aux mains de cette industrie agroalimentaire, mais bien évidemment, complètement, le reste serait à mentir. C'est le syndrome de Astérix, il y a quelques cuisiniers formidables, quelques éleveurs formidables, quelques mangeurs épatants, qui jouent encore le jeu, qui travaillent, qui réfléchissent, qui se battent, mais j'ai bien peur que ce soit le village gaulois contre une puissance, mais alors là, une vraie puissance romaine. Et j'ai pas trouvé l'obélix ni la potion magique. Aujourd'hui, 7 restaurants sur 10 pratiqueraient ce genre de cuisine. Mais pour infiltrer la restauration indépendante, l'industrie agroalimentaire a dû ruser. Elle vient d'une restauration collective, j'allais dire quasi publique, les hôpitaux, les écoles, etc. Ça l'intéresse bien évidemment, il y a un marché à prendre, qui est celui du restaurant en général. Et elle sent que les mœurs sont en train de changer. Et là, son cheval de Troie, ça va être la restauration de chaîne. Cette restauration de chaîne, on connaît toutes les enseignes. Elle commence dans les années 70 du côté des autoroutes et elle se démultiplie dans les années 80-90 dans toutes les villes, puis après dans les campagnes à travers les zones industrielles. Ça va marcher terriblement. Petit à petit, le public va même être séduit. Du coup, tout un tas de restaurateurs indépendants vont se dire, mais attendez, là, on est en train de mourir, nous. Si on continue de travailler comme avant, de manière traditionnelle, fournisseur, cuisine qui prend le temps, personnel, repas à rallonge, addition un peu enflée, parce qu'on a des frais, on est mort. Donc, la plupart des restaurateurs vont commencer à travailler de la même manière. Ils vont faire appel aux supermarchés du food business, les Davigel, les métros. Et finalement, on va assister à une standardisation, non seulement du goût, mais de la restauration. Et aujourd'hui, la plupart des restaurants, j'ai bien dit la plupart, pas tous, sont, ma foi, des chaînes comme les autres, des McDo comme les autres. Et effectivement, lorsque l'on s'attarde devant les menus, on retrouve systématiquement les mêmes propositions. Souris d'agneau, confit de canard, tartare, et pour les desserts, coulant au chocolat, tarte aux pommes et crème brûlée. Comme aucun de ces groupes agroalimentaires n'a accepté de nous recevoir, nous avons donc décidé de frapper à la porte de ceux qui réalisent leurs recettes. L'un d'entre eux se trouve au Mans. Olivier Pichot est un ancien chef étoilé. En 1998, il claque la porte de son restaurant gastronomique, trop fatigant et pas assez rentable selon lui. Il décide alors de proposer ses services à l'industrie agroalimentaire. T'as de la courgette, ouais? Prends de la courgette, c'est un peu... Dis-moi ce que t'en penses. Aujourd'hui, Olivier Pichot réalise dans son laboratoire la plupart des plats cuisinés vendus aux restaurateurs. Alors, ce sont des petits plats cuisinés qu'on a redéveloppés, qu'on a travaillé, sur lesquels on a travaillé. Donc là, j'ai un petit bœuf bourguignon, un petit sauté d'agneau au curry, une aiguillette de volaille au balsamique, une petite paupiette de veau à la lyonnaise et un petit osso bucco. Sur cette table sont présents les grands classiques de la restauration française. Son objectif, proposer aux restaurateurs des plats variés pour chaque jour de la semaine, sans qu'il n'ait à fournir le moindre effort. On ne cherche pas à savoir cuisiner, on cherche à savoir simplement au moins lire ou comprendre. On est même réduit à créer des programmes sur les fours avec des numéros de 1 à 10, comme les 10 doigts de la main. Parce que Madame Michu, qui vient manger dans un restaurant, elle s'en fiche et contrefiche de savoir qu'il y ait des compétences ou pas des compétences à bord. Elle, ce qu'elle veut, c'est bien manger, être bien reçu, se faire plaisir et avoir envie de revenir. Olivier Pichot a considérablement participé à l'implantation de l'industrie agroalimentaire dans la restauration. Aujourd'hui, il travaille pour les plus grandes marques. C'est d'ailleurs lui qui a créé la fameuse souris d'agneau, fondant au thym. Exceptionnellement, il a accepté de lever le voile sur les secrets de fabrication. J'ai un objectif assez précis sur ce produit, de faire une recette souris d'agneau au thym qui ne doit pas dépasser les 2,85 de la pièce sortie d'usine, de façon à ce que derrière, on puisse la revendre à un restaurateur ou un distributeur, et de façon à ce que ce soit vendu au final à 4,80 maximum la portion. Pour ça, il a sélectionné de la viande néo-zélandaise. Elle est certes moins goûteuse, mais elle est surtout 3 fois moins chère qu'une viande européenne. Donc j'applique une petite coloration qui doit être simple, qu'on va réinterpréter industriellement. Mais le plus important dans ce genre de plat, c'est le jus. Cette fois-ci, pour faire des économies, le chef a sélectionné une préparation déshydratée. Alors c'est un jus d'agneau industriel qui est réalisé par une société qui maîtrise tout ce qui est jus de volaille, comme j'ai pour une autre recette, jus de canard, jus de bœuf, jus de veau. Pour reconstituer le goût du jus d'agneau au thym,
Pas moins de 15 ingrédients ont été utilisés. On est très loin de la recette traditionnelle. Certes, celui que j'aurais fait maison était quand même bien différent. On n'a pas non plus le jus d'agneau qu'un chef de cuisine étoilé peut faire, quoi. Avec son petit tour de main, ce côté brillant, l'onctuosité, le côté sirupeux. Une fois l'agneau légèrement rôti et sa sauce liée, le tout est portionné dans ces sachets sous vide de 380 grammes, très exactement. Une fois l'air aspiré, la souris d'agneau va cuire sous vide, dans ce four à vapeur. Ce mode de cuisson est très apprécié des industriels car il permet de tuer toutes les bactéries. Les restaurateurs reçoivent la souris d'agneau dans cet emballage. Il ne reste plus qu'à la réchauffer et à déguster. Traditionnellement, on n'aurait pas fait mieux. Ça ressemble vraiment à ce que tous les chefs de cuisine savent faire. Ça, vous auriez pu le servir dans vos restaurants précédents? Alors, le produit acheté industriellement, non, je l'aurais pas fait. Pour des raisons, j'aurais pas fait ce service-là. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'il faut aussi savoir garder son étiquette. Et je pense que quand on est chef étoilé, on ne peut pas non plus tout faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. On nous achète aussi. Nos clients viennent nous voir pour notre savoir-faire. Si cet ancien chef étoilé assume aujourd'hui de travailler pour l'industrie agroalimentaire, il pense en revanche que le client, lui, n'est pas prêt à accepter l'idée qu'il n'y ait plus de chef en cuisine. Le consommateur rêve encore, ça vient petit à petit, mais il rêve encore à un produit qui a été fait spécifiquement pour lui, à sa demande, à sa commande. Vous prenez un osso-bucco, il faut quand même être un peu gonflé de penser qu'un osso-bucco, au même titre qu'une souris d'agneau, environ 6 heures de cuisson, peut être fait comme ça en claquant des doigts. C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, ces recettes sont vendues à des centaines de milliers d'unités partout en France. Olivier Pichot est en quelque sorte devenu une chaîne de restaurants à lui tout seul. Je pense que la référence du goût devient une référence industrielle, ouais. Et ça vous attriste pas? Ou alors je suis un fataliste, mais je me dis que bravo pour ceux qui ont su faire mieux, quoi. Si Olivier Pichot semble s'être résigné à travailler pour l'industrie agroalimentaire, d'autres chefs en revanche font de la résistance. 7h30, au cœur de Paris. À l'heure où certains se réveillent à peine, Pierrot, lui, est en pleine activité. Attention, chaud derrière, chaud. Attention la tête. Regarde, c'est chaud. Avec Daouda, son commis, il prépare le service du midi. T'attrapes la passoire, s'il te plaît, Daoud. Disons qu'on a quand même un laps de temps pour tout préparer. Et si on n'est pas dans ce tas-là, si le client arrive à midi et que c'est pas prêt, c'est un galère. À eux deux, ils n'ont que 4h30 pour assurer un service de 40 couverts. Tout ça, dans une cuisine d'à peine 4 mètres carrés. C'est acrobatique, hein? Ah, c'est du sport ici. Raté. C'est du sport ici. Du sport, car dans ce minuscule espace, Pierrot et Daouda taillent, découpent, épluchent et nettoient à un rythme effréné. Ici, chose rare, tous les produits arrivent bruts et frais. Ok, ça c'est bon. Tous les produits de A à Z sont faits à la main, par nos soins, par mon collègue et moi. On n'a pas de congélateur, on travaille que du frais là. Pierre est un chef de cuisine à l'ancienne. Cela fait 20 ans qu'il travaille 10 heures par jour. Son plaisir, proposer une cuisine de bistrot simple. Pour le déjeuner, Pierrot prépare une souris d'agneau. Chaque produit a été minutieusement choisi et se travaille à la force du poignet. C'est du thym frais, produit brut. Et ne lui parlez surtout pas de cuisine industrielle. Ces boîtes de volier, par exemple, lui servent uniquement de pot pour les épices, comme ici, pour le sel. Si demain on me dit, on ouvre les sachets, qu'on les balance là, où est le plaisir? C'est comme si d'aller travailler à l'usine. Il y aura sûrement moins de travail, ça sera beaucoup plus simple. Mais où est le plaisir? Pierrot a voulu nous prouver qu'il était facile de réaliser une souris d'agneau de manière traditionnelle. La viande commence par faire quelques allers-retours dans une poêle,
avant d'être enfermé dans un four à basse température, histoire de cuire en douceur. On la laisse cuire 1h15 et 1h30 au four, confite. Et après on déglace la plaque pour faire un petit jus de cuisson. Et pour le jus, l'élément incontournable de ce plat, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour l'imaginer. Là je garde les sucs, c'est ce que vous voyez ici, là c'est le plus important. C'est ceux qui restent accrochés sur la plaque et c'est ceux qui va parfumer tout le jus de cuisson. C'est de l'or en cuisine. De l'or qui va apporter toute la saveur à ce plat. Pierre ajoute quelques carottes, un oignon, un peu d'eau et mixe le tout. C'est excellent. Ça on ressent le goût du thym, les sucres de l'agneau, c'est excellent. Cette souris d'agneau fondante au thym aura donc nécessité 4 ingrédients et un peu d'huile de coude. Elle sera servie en plat du jour, à 12 €. Xavier de Namur est le propriétaire de l'établissement. Depuis quelques années, il milite pour le fait maison. Selon lui, faire la cuisine soi-même serait tout à fait rentable. L'addition de la 12, Nous lui avons donc demandé de nous le prouver avec la souris d'agneau. 3,60 de viande. On a les courgettes qui sont à grosso modo 25 centimes, donc si je rajoute plus 0,25. Bon, les carottes, il en met une carotte fan, donc on a à peu près 20 centimes. Donc on est à 4,25. 4,25 hors taxe, on le vend 12 TTC. Sans la garniture, ce plat lui aurait donc coûté 3,80 € hors taxe. Celui sous vide coûte en moyenne 3,84 €, soit 4 centimes de plus. Pour que la comparaison soit juste, il faut bien entendu ajouter le coût de fabrication. Selon nos estimations, il serait environ 2 fois plus élevé chez Xavier de Namur que dans un restaurant qui utilise des plats préparés. Résultat, en l'achetant sous vide, une souris d'agneau coûterait 4,60 € contre 5,32 € chez Xavier de Namur. Au final, pour un restaurateur, une réalisation maison serait 15% plus cher qu'un plat industriel. Souris d'agneau au thym avec une petite purée de céleri et des courgettes bio de la ferme. Mais en matière de restauration, le plus important reste le goût. Nous avons donc décidé de faire une comparaison à l'aveugle entre les deux souris d'agneau. L'industrielle, d'Olivier Pichot, et à gauche, celle de Pierrot. Bruno Verjus, notre critique gastronomique, a accepté de jouer le jeu. Alors, les souris d'agneau, c'est ça? Pour chacune d'entre elles, il va analyser l'aspect, l'odeur et le goût. Bah, je sais pas, on a l'impression que celle-là, elle est quand même un peu triomphante, là. Hein. Elle est assez belle en couleur. Il y a une très belle réaction de Maillard, là. C'est bien rôti. Voilà. Et là, ça ressemble... Oui, c'est en train de se déliter. Donc, j'ai quasiment décortiqué en 2 coups de couteau. Hein. Premier indice, la viande d'une souris d'agneau sous vide est toujours filandreuse. Elle se détache très facilement de l'os. Celle cuite au four, en revanche, a une meilleure tenue à la découpe. Alors après... Alors là, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que là, on a des arômes de thym comme ça qui montent. Il y a quelque chose, oui, d'assez frais. Et là, ça sent pas mauvais, hein. Mais ça sent le recuit. C'est comme si ça avait été cuit plusieurs fois finalement, mais pas en même temps. Il ne reste plus qu'à déguster. C'est incroyablement salé. Le nez que j'avais tout à l'heure sur cette viande-là est confirmé par la bouche parce que les arômes sont extrêmement tordus, c'est des arômes totalement oxydés. Donc ça n'a pas vraiment le goût de viande, ça a le goût d'une caricature de viande d'agneau. Donc c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Sincèrement, c'est vraiment pas bon. C'est surtout extrêmement écœurant. Et visiblement, la souris d'agneau industrielle ne fera pas le poids face à la recette maison. On est fondant, mais avec une mâche. On a des goûts extrêmement nets, donc qui témoignent d'une cuisson qui n'a pas été menée en plusieurs fois, mais qui est faite là pour être servie là maintenant à midi. Alors évidemment, ici, c'est pas de la grande cuisine, c'est pas le débat, mais le contenu est sincère. Une cuisine de bistrot simple, réalisée sur place, c'est sur ça qu'a misé Xavier de Namur. Chez lui, tout est fait maison,
Dans ces restaurants, l'industrie agroalimentaire n'est pas la bienvenue. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué « Exiger le vrai fait maison, dites non aux plats sortis des usines ». Parce qu'effectivement, il y a un mensonge sur le fait maison. Il y a un mensonge sur le fait qu'effectivement, il y a des plats qui sortent des usines et on vous dit que c'est des maisons. Alors c'est vrai qu'une usine, c'est une grande maison, mais ça reste toujours une usine. Car aujourd'hui, la législation française qui encadre les pratiques des restaurateurs est extrêmement floue. Alors, pour mieux comprendre la situation, Emmanuel, l'auteur du livre sur la gastronomie française, nous a convoqués pour un cours de droit sur la cuisine industrialo-traditionnelle. Je vais vous montrer comment des plats industriels purs et durs peuvent devenir des plats faits maison en toute légalité par un restaurateur. Pour ça, Emmanuel se met dans la peau d'un cuisinier micro-ondes. 4 minutes. Ce fils de restaurateur devient alors un brin ironique. Il fallait toujours attendre pour être cuisinier, c'était l'école de la patience. Simplement, il fallait surveiller, il fallait avoir un œil. Là, on n'attend pas, on attend juste la sonnerie, quoi. On est passif. Pour l'instant, cette souris d'agneau, elle est sortie de son paquet, passée au micro-ondes, sortie du micro-ondes, elle reste un plat totalement industriel. C'est maintenant qu'on va intervenir et qu'on va culbuter dans le fait maison. Emmanuel va d'abord soigner la présentation, en cerclant du riz pour la garniture, puis en versant délicatement le jus dans l'assiette. Mais c'est maintenant que la vraie cuisine commence. On va rajouter un peu de thym, une branche, on la place délicatement par-dessus. On peut rajouter une petite herbe, ça ne mange pas de pince sur le riz, ça colore. Et là, on est dans un plat maison, officiellement. Je pourrais même rajouter simplement une pincée de fleur de sel, que légalement, je serais dans le fait maison. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aujourd'hui en France, la notion de fait maison dans la restauration n'est pas encadrée par la loi. À la différence de la boulangerie qui, avec les lois Raffarin, a été tout de même normée, c'est-à-dire que si le boulanger ne pétrit pas son pain sur place, c'est un dépôt de pain et pas un boulanger. Aujourd'hui, dans un autre univers de bouche qui est celui de la cuisine et de la restauration, il n'y a aucune règle. Là, on peut faire n'importe quoi. Je pense que la première chose à faire par rapport à toutes ces maisons qui servent ce genre de plat, c'est au moins de l'indiquer. Cuisine sous vide, congelée, surgelée, cuisine d'assemblage. C'est pas qu'elles n'ont pas le droit d'exister, c'est au moins donner l'information et que cette information, elle soit officielle et obligatoire. Et une souris d'agneau fondante au thym, faite maison, c'est parti. Mais tous ces produits sont-ils dangereux pour la santé? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec Corinne Perrano, nutritionniste. Sur sa table sont réunis une grande partie des plats préparés servis dans les restaurants. Dans un premier temps, nous lui avons demandé d'examiner l'aspect nutritionnel des plats sous vide. Sur le plan nutritionnel, on s'aperçoit que ces produits ont une bonne qualité nutritive. Au point de vue calorique, normalement, la portion doit tourner autour de 400 calories. Normalement, l'agneau est une viande grasse, mais la recette préparée en elle-même ne contient pas beaucoup de matière grasse. Mais dans l'ensemble, ces recettes sont équilibrées sur le plan nutritionnel. Si certaines recettes contiennent des additifs chimiques, comme dans cette tarte aux pommes, les plats cuisinés, eux, n'utilisent que des ajouts naturels. Mais Corinne Perrano nous met tout de même en garde concernant leur consommation. Lorsqu'on lit cette étiquette, on s'aperçoit qu'il figure des arômes naturels sous forme de lait. Et également des arômes parmi lesquels on retrouve le céleri, le blé. La présence de lait et de blé en tant qu'arôme ne figure pas dans la recette traditionnelle. Donc la personne qui est au restaurant et qui va déguster sa souris d'agneau et qui est soit allergique aux protéines de lait ou intolérante au lactose peut faire une réaction, type de maldigestion, mauvaise digestion par exemple, ou une allergie, donc ce qui est plus grave. Et également, par la présence de blé, la personne qui est intolérante au gluten ne doit absolument pas manger ce type de produit. Et c'est là tout le danger de l'utilisation de plats industriels dans la restauration. À la différence des produits vendus en supermarché, dans un restaurant, le consommateur n'a pas accès à la composition des recettes, mais aussi aux conditions de fabrication. En bas de la recette, je lis la mention
Traces éventuelles de poissons, crustacés, œufs, soja, fruits à coque, sésame, moutarde, mollusques. Cela signifie que dans une recette précédente, dans les cuves juste avant la préparation de la souris d'agneau, on a utilisé des œufs, du soja ou des fruits à coque, par exemple des amandes, des noisettes, et éventuellement il peut rester un résidu. Un résidu qui peut déclencher une réaction à type d'allergie, qui peut être très grave. Et encore une fois, le consommateur ne le saura pas. Corinne Perrano tient donc à mettre en garde ses restaurateurs. Un restaurateur qui sert des produits industriels peut, sans le savoir, inconsciemment et en toute bonne foi, mettre la vie de ses consommateurs, de ses clients en danger. Pour ce nutritionniste, le manque de transparence dans la restauration devient donc un véritable problème de santé publique. Alors, pour que le consommateur sache ce qu'il a exactement dans son assiette, l'État a créé en 2007 le titre de maître restaurateur. Les membres s'engagent à ne pas utiliser de plats élaborés à l'extérieur. Ils sont reconnaissables à cette plaque présente sur la façade des établissements. Problème, en 5 années d'existence, seuls 2000 établissements sur 120 000 ont décidé d'obtenir le label. En clair, moins de 2% des restaurateurs français s'engagent aujourd'hui à ne pas utiliser de plats cuisinés. Alors, pour assainir la profession, les pouvoirs publics ont décidé de renverser la table. En octobre 2011, Fernand Ciré, fils de restaurateur, lance un pavé dans l'assiette. Il souhaite imposer une transparence absolue dans les menus. Quand vous allez dans un restaurant, vous avez une carte avec des produits, les 3/4 du temps sans origine, et puis surtout sans le système de fabrication, s'il avait été élaboré dans l'établissement avec une équipe de cuisiniers, ou si c'était un produit industriel transformé ou semi-transformé dans l'établissement. Fernand Ciré fait voter un amendement qui propose d'informer le consommateur. Mais le texte reste flou sur les moyens mis en œuvre. Dans la presse, il précise son projet. L'idée est que l'on introduise sur les cartes un astérix qui signale que le professionnel a élaboré ses plats avec du frais et non pas avec du sous-vide, voire du surgelé. Un astérisque sur les menus, l'idée est audacieuse, mais le projet est très mal accueilli par la profession et l'industrie agroalimentaire. Ça fait un bruit médiatique, donc et beaucoup de gens sont venus me demander pourquoi j'avais fait ce texte de loi. Les industries de surgelé, bien sûr, m'ont invité avec d'autres députés pour montrer que le surgelé était aussi bon que le produit frais. En fait, ils essayaient de se défendre un petit peu parce qu'ils avaient peur que l'on mette à l'index le produit surgelé. L'idée d'une signalétique sur les menus dérange, car 70% des établissements utiliseraient des produits industriels. L'affaire est donc sensible. Au cours de notre entretien, Fernand Ciré consulte régulièrement une note de travail écrite par son équipe visant à recadrer son discours. Attention à ne pas se mettre à dos les lobbyistes de l'agroalimentaire. Mais nous découvrons également qu'il n'est pas question de remettre en cause la qualité de la restauration actuelle. Et concernant l'astérisque, Fernand Ciré s'éloigne de sa déclaration faite à la presse. Dans un menu, si vous voulez, on ne peut pas mettre... C'est compliqué le menu et compliqué le choix des gens. Et comme je vous ai dit, pour moi, la restauration, c'est un moment de plaisir. Et il ne faut pas que, par l'information, on dénature l'image de la gastronomie française. Pour Fernand Ciré, la transparence pourrait donc rendre la gastronomie française indigeste. Aujourd'hui, il milite pour le label Fait Maison, un label qui concernerait les restaurateurs faisant la cuisine eux-mêmes. Les autres, ceux qui utilisent du sous-vide ou des ingrédients congelés, n'auraient pas l'obligation de l'indiquer sur leur carte. Au Sénat, on a du mal à avaler ce revirement de situation. Martial Bourquin, sénateur, est très impliqué dans ce dossier. Lui aussi a été confronté au mécontentement des syndicats de restaurateurs et de l'industrie agroalimentaire. Quand on aborde certains sujets extrêmement difficiles ou gênants, on nous fait comprendre que les enjeux peuvent être catastrophiques, y compris pour des salariés, mais y compris pour des grands groupes. Et c'est là que le débat est faussé. Martial Bourquin a donc décidé de leur tenir tête.
Lorsque le texte est passé au Sénat en décembre 2011, il a fait voter lui aussi un amendement, mais beaucoup plus ambitieux. Un produit qui est congelé, on devra avertir qu'il est congelé. Deuxième chose, quand un restaurateur cuisine des produits frais et que c'est marqué sur son menu, ça doit être le cas. Ça ne peut être en aucun cas des produits fabriqués ailleurs qu'il réchauffe là. L'amendement de Martial Bourquin devra passer en deuxième lecture à l'Assemblée, car craignant pour la fréquentation de leur établissement, les acteurs du métier exigent de nouvelles discussions. Et pourtant, en Europe, il y a un pays qui a réussi à tenir tête à l'industrie agroalimentaire. Ce pays, c'est l'Italie, une autre grande nation de gastronomes. Sa cuisine est plus simple, mais elle est tout aussi réputée. Nous sommes à Florence, dans un restaurant ordinaire de la ville. Ici, à la différence de la France, l'utilisation de produits surgelés est indiquée sur la carte. Exemple, avec ses champignons, ou encore ses épinards. Cette loi existe en Italie depuis 1998. Elle oblige les restaurants à indiquer l'origine du produit, s'il est frais ou surgelé. Il y a 14 ans, les pouvoirs publics italiens ont décidé de rendre leur assiette plus transparente. Désormais, où que vous mangez en Italie, vous savez si l'on vous sert des produits surgelés. Et ici, tout le monde trouve cela normal. Pour moi, c'est important de savoir ce que je mange au restaurant. Les clients semblent ravis de cette transparence. En cuisine, les chefs ont fini par accepter cette petite révolution. Aujourd'hui, Romario semble même soulagé. Pour nous, ce fut quelque chose de merveilleux. Dans ma cuisine, je n'ai plus que 5% de produits surgelés. Il faut dire qu'avant cette loi, la cuisine de Romario était envahie de produits surgelés. Avant la loi, toutes les pâtes étaient congelées, la viande, le magret de canard. Tout ça a bien changé. Aujourd'hui, seuls 3 produits restent surgelés, car pour éviter trop d'astérisques sur sa carte, Romario a décidé de renouer avec la saisonnalité. Son patron a dû lui aussi s'organiser et trouver de nouveaux fournisseurs. Ce qui a changé, c'est que nous avons revu totalement notre circuit d'approvisionnement. Pour respecter la saison, nous nous sommes tournés vers des produits cultivés localement, principalement dans la région. Grâce à cette loi, c'est donc toute une économie locale qui se consolide, mais surtout, elle a permis de retrouver la confiance du client. Ici, les élèves épluchent, taillent, découpent. En clair, ils apprennent la cuisine traditionnelle à partir de produits bruts et frais. Et pourtant, à seulement quelques mètres de là, se déroule un cours d'une toute autre nature. Donc aujourd'hui, jeunes gens, aspic de saumon, relativement simple, utilisation d'une gelée claire type PAI au départ. Ensuite, œufs pochés, là également on part sur un produit PAI. Au programme ce matin pour ces élèves de bac professionnel, réaliser des plats à partir de produits alimentaires intermédiaires, comprenez des produits industriels. J'enseigne depuis 25 ans. Je suis passé du tout traditionnel à l'utilisation de produits PAI. On les a intégrés au fur et à mesure dans nos formations. Moi, je ne suis pas un fan de l'utilisation de ce type de produit, mais il faut que nos élèves soient préparés à cela aussi. Et puis voilà, donc on leur apprend dans le cadre de notre formation à utiliser ce type de produit. Car surprise, depuis quelques années, l'apprentissage de la cuisine à partir de produits élaborés est au programme officiel des écoles hôtelières. Et ce matin, les élèves vont débuter leur cours par la découverte et la manipulation d'œufs pochés industriellement. Voilà. Alors, ouverture des trucs très simples. Tu prends là, tu ouvres. On essaye de ne pas mettre en contact avec l'extérieur parce que ça, on ne sait pas où ça a traîné. Donc tu fais bien attention de les ouvrir délicatement comme ça. Et tu mets des moules là-dedans, Nathalie. D'accord ? Voilà. Donc ça, ce sont des œufs qui sont pré-cuits. On va simplement maintenant les parer très légèrement, vous allez voir. Si on coupe un œuf, on a un blanc d'œuf qui est parfaitement coagulé.
et un jaune d'œuf qui reste très très moelleux. Et celui-là, je le mange parce qu'il faut goûter. C'est vrai que c'est un produit parfois qui manque un peu de sel. Donc tout à l'heure, je pense qu'on va le ressaler un peu pour lui donner du goût. On n'est pas loin d'un œuf mollet traditionnel, étant donné que c'est un œuf simplement qui a été cuit d'une manière industrielle. Un œuf poché façon industrielle qui n'aurait que des avantages, sauf peut-être son apparence. Donc on ébarbe un peu l'œuf là, pour lui donner une forme bien ronde, voilà, qui ressemble un peu à quelque chose de traditionnel. Voilà. Entre ça et quelque chose qui est comme ça, on a là un plus indiscutable, c'est-à-dire qu'on retaille, on lui redonne une forme, etc. Donc là aussi, ce sont des petites choses qui sont importantes dans le métier. Depuis quelques années, l'industrie agroalimentaire s'est donc frayé une place de choix dans les écoles hôtelières. Et pour en avoir le cœur net, il faut se rendre dans la réserve. Il y a du jaune d'œuf. Hein? Là, par exemple, si vous faites des omelettes, logiquement, il faut casser des œufs. Donc là, on sait que ce sont des œufs qui ont été mélangés, battus, avec un peu de stabilisant qu'on peut utiliser pour faire des omelettes, etc. Dans cette réserve, on retrouve tous les produits phares présents dans les cuisines de brasserie. Du fond de sauce en poudre, en passant par la mousse au chocolat, sans oublier la star des desserts, le fameux coulant. Donc ça, ce sont des produits que vous achetez? Non, c'est des produits qui sont dotés. C'est des dotations qui sont offertes par les industriels pour qu'on les utilise avec nos élèves, afin de les faire découvrir à nos élèves. Selon ce professeur, l'industrie agroalimentaire offrirait donc une partie de ses produits aux écoles hôtelières. En 20 ans, la restauration française a donc considérablement évolué. Ses futurs chefs vont devoir faire un choix, préférer la facilité ou se battre pour perpétuer notre savoir-faire gastronomique.